Bonjour à toutes et à tous, je reçois aujourd'hui Anne Michaud, la doyenne associée pour la pédagogie à HEC Paris. HEC Paris, a-t-il besoin de le rappeler, une des meilleures business schools du monde, évidemment de France, la grande école de commerce qu'on connaît évidemment. Comment cette meilleure école de commerce s'est adaptée et a fait face à cette transformation digitale que nous avons connue? C'est avec Anne Michaud que je vais le voir. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue. Alors, HEC a une fonction d'exemple, hein, je le disais dans mon introduction. C'est la meilleure école de commerce, la meilleure business school, une des meilleures business schools dans le monde. Et elle doit être une des meilleures quand on parle transformation digitale également. Alors, on va essayer. Donc, la pression est grande. La pression est grande, oui. En fait, je ne sais pas si on a été un des meilleurs dans cette transformation digitale, mais en tout cas, on est quand même assez heureux pour nos participants d'avoir réussi à le faire correctement et surtout d'avoir réussi à assurer une continuité pédagogique. C'est-à-dire qu'à HEC, on n'a pas arrêté nos cours, on n'a jamais fait de pause en fait. On a fait une transformation très rapide au départ, qui n'était pas forcément parfaite. Quand on transforme tout du jour au lendemain, c'est pas parfait. Mais par contre, après, on n'a pas arrêté d'apprendre et d'améliorer ce qu'on avait transformé la première fois. Alors, le corps professoral d'HEC est un des meilleurs, lui aussi, du monde. Est-ce qu'il a fallu un peu le secouer aussi pour faire face? J'ai été extrêmement surprise de la bonne volonté globale de tous les acteurs du campus en fait, pour faire cette transformation, et en particulier de la bonne volonté des professeurs qui ont dû changer non seulement leur pédagogie, mais vraiment d'adapter aussi les contenus. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire... Y compris les stars. Y compris les stars, mais oui, tout à fait. Et même, je pense que tout le monde avait, peut-être encore plus les stars d'ailleurs, parce que tout le monde avait vraiment à cœur d'arriver à faire aussi bien dans les circonstances qui étaient les leurs à l'époque, que ce qu'ils arrivaient à faire avant. Donc en fait, beaucoup de bonne volonté pour transformer, comprendre quel était le nouvel écosystème et comment ils pouvaient utiliser au mieux les outils à leur disposition pour réussir à faire une bonne pédagogie. Et j'imagine de toute façon que les étudiants d'HEC, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. S'ils attendent des choses, ils vont le dire directement à la direction comme aux enseignants. Oui, alors les étudiants, en fait, c'est assez intéressant ce que vous dites parce que nous ont beaucoup aidés, y compris avec des étudiants qui testaient des choses et puis revenaient vers nous en nous disant « Regardez, j'ai fait une petite vidéo en testant telle et telle chose ». Et du coup, en fait, c'était vraiment un échange entre les profs eux-mêmes, qui eux aussi testaient des choses, échangeaient beaucoup, et puis avec les étudiants qui nous disaient « Ah, mais nous, on préfère telle ou telle façon d'opérer ». Et du coup, ça nous a beaucoup aidé de réussir à avoir cette communication constante avec tous les acteurs. Alors, tous les établissements se sont battus, j'ai envie de dire, pour trouver la meilleure technologie au bon moment. Comment on assure cette veille au sein d'une grande école comme la vôtre? Très intéressant. Alors, en fait, merci. Déjà, je ne pose que des questions intéressantes. On avait la chance d'avoir... probablement quelques personnes qui étaient déjà en charge de cette veille. Donc, on a réussi à faire le lien, en fait, et à leur demander de la faire plus intensément sur certains sujets dont on avait besoin. Et surtout, en fait, on avait aussi le fait que beaucoup de startups se sont développées à ce moment-là. Et ce n'est pas uniquement nous qui faisons de la veille, c'est aussi beaucoup de startups qui viennent vers nous. Et comme on avait la chance d'avoir cette équipe, on a eu la possibilité de pouvoir traiter en fait je dirais pas tous ceux qui sont venus vers nous parce que c'est compliqué, mais en tout cas une bonne partie des outils qui pouvaient être à notre disposition, donc de pouvoir les tester et retenir ceux qui nous intéressaient le plus. En tout cas, il faut être open mind, si je puis dire, être ouvert à toutes les solutions quelles qu'elles soient et ne pas se fermer de porte. Je pense qu'il faut être effectivement open mind, aussi avoir la possibilité de le faire, parce qu'il faut beaucoup tester et décider ce qu'on retient en fait. Alors vous, étant la meilleure école de commerce française et européenne à ma connaissance, alors dans le monde il y en a encore de très très belles enseignes, quelles ont été les relations avec les meilleurs établissements mondiaux et justement comment eux se sont adaptés? Alors, les relations, je pense que c'est qu'on observe ce que font les autres, hein, évidemment. Parce que je sais concurrence Harvard, qui concurrence le MIT, qui concurrence évidemment les SAD à Barcelone, enfin les grandes écoles. Tout à fait. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que beaucoup d'écoles ont commencé à créer des réseaux, en fait. Donc, concrètement, vous citiez Harvard. Par exemple, Harvard a créé un réseau de responsables pédagogiques dans différentes grandes universités, donc on en fait partie.
Et l'idée, c'est qu'on échange entre nous. Et j'ai trouvé assez intéressant que cette période, justement, a permis un échange. Je ne dis pas qu'on n'est plus concurrents, mais en tout cas un échange assez... Confraternel. Voilà, confraternel, exactement, sur les bonnes pratiques, ce qu'on avait testé, quels sont nos challenges du moment et comment on y répond. Alors, il y a ces échanges et le lab, enfin, cet échange avec l'écosystème des startups. Est-ce qu'on est toujours à la page? Est-ce qu'on est sûr d'être toujours adapté à la situation? Alors, est-ce qu'on est sûr? Déjà, on n'est jamais sûr de rien. Et puis, je pense qu'il y a aussi des équilibres à trouver. C'est-à-dire que on pourrait tenter d'être toujours le plus à la page. Le problème, c'est qu'il faut embarquer tout le monde aussi dans ces projets-là et que la transformation, on ne peut pas la faire trop rapidement parce que si on transforme tout trop rapidement, forcément, on va laisser des acteurs un peu en retrait. Et à chaque fois qu'on adopte un outil à HEC, il faut comprendre que tous les profs doivent l'adopter, mais aussi tous les autres membres qui vont intervenir dans l'administration et puis tous nos étudiants. Au début, on s'est probablement dit que les étudiants, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Et puis, ensuite, il y a un autre challenge, c'est de se dire que les étudiants, il ne faut pas leur donner beaucoup d'outils. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut homogénéiser les outils qu'on a à disposition dans une école. Donc, en fait, c'est à la fois trouver l'équilibre entre être au top, mais en même temps embarquer tout le monde pour pas qu'ils se retrouvent avec 10 outils différents, parce qu'il y en a qui sont très avancés dans leur transformation, et puis d'autres un peu moins. Donc, c'est penser à tous les utilisateurs. Est-ce qu'il y a une période avant et après? Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que c'est le même HEC qu'il y a 2 ans? Il y a forcément une période avant et après. Et je pense que l'après n'est pas terminé. C'est-à-dire que là, on a eu la période avant, donc on opérait avec un écosystème qu'on connaissait très très bien. On a eu la période pendant qui était une vraie rupture et qui nous a forcé à nous transformer extrêmement rapidement. Et maintenant, on a une sorte de retour, mais le retour n'est pas du tout comme avant. Et je pense qu'on va avoir un nouvel équilibre à trouver et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on retient de toute cette période? Qu'est-ce qu'on a appris? Et donc, on est en train de faire beaucoup de discussions aujourd'hui parce que pour moi, donc, ce n'est pas uniquement une question d'outils, c'est vraiment une question de repenser la pédagogie dans ce monde avec un écosystème d'outils différents et de se dire qu'est-ce qu'on a envie que soit notre pédagogie à HEC demain et en conséquence de quels outils on va avoir besoin pour arriver à ce but. On parle d'impact, hein, pourquoi HEC, hein, votre nouveau directeur général, Loïc Perrache, il tient particulièrement, mais aussi l'impact du digital, c'est aussi important. Justement, comment vous allez faire pour gérer cet impact nécessaire RSE, on va dire, cette nécessité de mettre du digital partout et nouveau concept d'enseignement que vous allez mettre en place? Alors, en termes d'impact, vous avez tout à fait raison, je pense que cette période a permis de vraiment dépasser la période papier encore plus. Donc en termes d'impact, c'est vrai que quand on pense, alors on a un impact forcément de stockage, et ça on regarde beaucoup pour essayer de minimiser, pour essayer de diminuer, c'est-à-dire d'éviter d'avoir, plutôt que de poster plusieurs fois les mêmes choses, d'arriver à y avoir accès sur une seule entité par plusieurs chemins. Donc en fait, il y a vraiment des réflexions d'impact là-dessus. Ensuite, donc d'éviter le papier. Donc clairement, je pense qu'en n'étant pas sur le campus, ça fait baisser un terme à tout ça de fait. Et je pense que beaucoup n'ont pas du tout envie de reprendre du papier pour des notions d'impact. Et puis parce qu'on a découvert aussi que ça pouvait être beaucoup plus pratique de faire autrement. Donc par exemple, je vous donne un exemple sur les examens. On a une obligation légale de stockage des examens pendant un certain temps après le départ des étudiants. Donc là, c'était du papier, de la distribution de papier et du stockage de papier. Le fait d'avoir des examens qui sont en ligne, ça évite effectivement beaucoup de ces activités-là. Donc c'est intéressant. Donc en termes d'impact, il y a ça. En termes d'impact, il y a aussi le fait de mieux accompagner les participants qui sont à HEC. Donc de penser à pouvoir leur donner une pédagogie qui leur apprend à mieux apprendre. En passant au digital, on a découvert qu'on pouvait faire plein de choses qui leur permet de mieux apprendre. Concrètement, d'apprendre de façon plus personnalisée, plus à leur rythme. Et puis,
Donc toutes ces notions-là sont là. Et puis ensuite, je pense que pendant la période de la pandémie, on a mis beaucoup plus de contenu HEC en ligne, accessible à tous. Et que ça aussi, ça fait partie d'une sorte d'impact, le rayonnement d'ouverture et d'ouverture sociale en fait de l'école. C'est vrai, si on peut partager tout ce qui est la production intellectuelle d'HEC, on est heureux après tout. Les plus grandes universités le font et il n'y a pas de raison qu'HEC échappe à cette nouvelle donne, on va dire comme ça. Merci beaucoup Anne Michaud. Je rappelle que vous êtes la doyenne en charge de la doyenne associée, hein, vous y tenez, doyenne associée, mais bientôt doyenne, j'en suis sûr. Doyenne associée en charge de la pédagogie à HEC. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.